Qui contrôle les récits, contrôle l'avenir. Bienvenue dans Fadi Live, le podcast qui décrypte comment l'IA, l'influence, la géopolitique numérique et les médias redéfinissent le leadership et les rapports de force. Je suis Fadila Brahimi, j'accompagne les dirigeants et les organisations pour reprendre le contrôle de leur influence, anticiper les impacts de l'IA et construire un leadership fort, solide, face aux nouveaux enjeux numériques. Dans Fadi Live, nous explorons les transformations du pouvoir à l'ère des IA génératives, des algorithmes et de la guerre des récits. Experts, décideurs et citoyens confrontent leurs visions en direct. Et vous, quel rôle jouez-vous dans ce nouveau monde ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun débat et rejoignez-nous en live pour partager votre vision. Animatrice radio, votre voix, c'est aussi ce qui vous différencie des voix de synthèse, robots ou IA. Enfin, quoique, les voix de synthèse, de plus en plus, ça cherche à nous imiter. On verra ça tout à l'heure. Dès lors, j'ai échangé avec Olivier Itéanu suite à l'utilisation de Clubhouse. C'est des problèmes d'enregistrement, mais aussi le pouvoir de la reconnaissance. Et en lui demandant, mais dis-moi, il y a un cadre juridique de la voix ? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu mon identité numérique, un attribut de ma marque personnelle, mais c'est aussi un outil de travail. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup sous cet angle. Alors ce soir, dans cette room, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir des professionnels de la voix et de l'identité et de la marque, sous différents angles. Alors, Jérôme, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et si tu le permets, je vais d'abord te présenter un petit peu le panel pour tout le monde, très rapidement. Dimitri Repérant, que j'ai découvert aussi sur Clubhouse. Bonsoir Dimitri. Salut Fadila, salut à tous. Alors Dimitri, toi tu es coach expert de la voix, et je sais aussi que sur Clubhouse tu animes plein de rooms où tu nous aides à explorer notre voix, et tu révèles les voix. C'est ça ? Tu accompagnes des professionnels à trouver en fait leur voix dans différentes situations. Ouais. Alors quand je dis, je suis révélateur de voix et d'orateurs, c'est-à-dire que je pense qu'on est tous des orateurs nés ou en potentiel. Et donc, quand je dis orateur, c'est qu'on a tous un message important, des choses qui peuvent inspirer les autres et qui peuvent les pousser à l'action. Et donc, j'aide les personnes à la fois à prendre contact avec elles-mêmes dans la reconnaissance de ce qu'elles sont, dans la valorisation de ce qu'elles sont, de leur histoire, et ensuite à développer leur instrument, le vocal, l'instrument, celui qu'on entend là aujourd'hui, dans toute sa beauté, dans tout son potentiel, et à la fois en tant que dans la diction, dans la vibration, dans le souffle, dans la posture, dans tout ça, et aussi à jouer avec pour pouvoir mieux impacter, mieux toucher les gens, et que le message au fond qu'on a en nous puisse être le mieux délivré et reçu, et donc l'impact de notre présence au monde soit plus important. Merci à toi. Jean-Philippe Ancos. Bonsoir Jean-Philippe. Alors, toi tu es un spécialiste des mondes virtuels et des intelligences artificielles. Je résume un peu parce qu'on pourrait dire beaucoup davantage. Je sais que depuis plusieurs années tu œuvres notamment autour des voix, et notamment des voix de synthèse, autour des voix autour de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance. Oui, effectivement, en fait, ça fait depuis une dizaine d'années que j'ai créé un framework de maison communicante. Et donc, j'ai eu l'occasion, sous l'angle technique, de voir comment les gens vont interagir avec la maison et tous les problèmes humains que ça peut comporter, de parler à quelque chose, à un objet, etc. Et j'ai développé un petit peu une expertise autour de l'interaction naturelle. Comment on va interagir avec les objets et comment il faut adapter en fait ces interfaces avec les gens. Et notamment, la voix est un des premiers vecteurs, car ça fait travailler le cerveau droit et donc tout l'imaginaire. Et donc, il y a tout un champ d'expériences qui sont très intéressantes. Merci à toi. Lauriane Capriel. Bonsoir Lauriane. Bonsoir. Alors Lauriane, toi, tu fais de la voix off. Et t'es un véritable storyteller. Je sais en plus que j'ai eu le plaisir d'animer des rooms aussi avec toi. Donc tu es auteur, et tu prêtes ta voix finalement à des marques. Oui, alors
surtout, enfin voilà, moi je suis surtout voix off documentaire, historique, animalier, et puis là ça commence à être aussi dans la pub, et puis j'ai aussi eu la chance de passer un casting pour du doublage. Alors tu vois, ça s'élargit au fur et à mesure. Bravo. En plus, le doublage, sauf erreur de ma part, c'est très 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 select et c'est un petit réseau. Ouais, c'est des concours de circonstances. C'est une très belle expérience en tout cas. Oui, tout à fait. Bravo. Maître Olivier Iteanu, bonsoir. Bonsoir Fadila, bonsoir à tous. Alors Olivier, qui est avocat spécialiste en numérique, mais également des droits des marques et le RGPD. Tu es auteur aussi d'un livre, en tout cas c'est comme ça que je l'avais rencontré, sur l'identité numérique, mais tu avais écrit d'autres ouvrages auparavant. Et donc toi, voilà, les marques, l'identité, ça fait partie, on va dire, parmi de tes domaines d'expertise. Oui, l'identité numérique, oui. D'abord, pour moi, c'est un instrument. Parce qu'on plaide, on parle, on essaie de convaincre, la voix est quand même importante. Et puis c'est aussi un objet juridique, c'est vrai. Oui. Alors un petit instant, Olivier. Juste te présenter, je faisais le petit tour et on arrive de suite. En fait. Je te remercie beaucoup. Et notre invité spécial, c'est Jérôme Colombin, qui est journaliste. Alors, tu te dis ex-France France Info, et en même temps, j'ai vu sur LinkedIn que tu avais 33 ans d'expérience chez Radio France, donc autant dire que la voix, ça fait partie de ton quotidien, et tu as depuis une semaine, 5 jours exactement, lancé un podcast qui s'appelle Le Monde Numérique. Oui, tout à fait. Merci Fadila, bonsoir à tous. Bonsoir. Jérôme, ton podcast est parti vraiment en plus en plein milieu de Vivatech 2021. J'ai vu que tu as publié énormément de podcasts, donc depuis 5 jours, tu ne chômes pas. En effet, je pensais, après avoir quitté France Info, pouvoir me poser et réfléchir à mon futur, et en fait c'est reparti sur les chapeaux de roue, mais c'était volontaire, c'était précisément pour un peu profiter de l'occasion de Vivatech pour lancer ce podcast à ce moment-là, ouais. Dis-moi, je voudrais poser une question. Comment es-tu venu à la radio ? C'est ton amour pour la radio ou une conscience que, je sais pas, que tu avais une voix de radio ou autre ? Oui, c'est un amour très lointain, parce que vraiment la radio, quand j'avais 14 ans ou 15 ans, je sais plus, pour l'école, j'étais allé faire un exposé, enfin j'étais allé dans des radios, j'avais eu une chance incroyable, j'avais visité RTL, Europe 1, et j'avais fait un exposé pour la classe. Et je crois effectivement que j'étais fasciné par la radio. Pour tout dire, j'étais plus fasciné par l'aspect technique. C'est-à-dire, j'adorais ce décorum, la configuration radio avec le studio d'un côté, les micros, la vitre et la régie de l'autre côté, et la partie technique vraiment me fascinait. J'ai toujours été intéressé par tout ce qui est communication. J'ai fait de la CB, etc. Après, dans les années 80, j'ai fait de la radio libre. Donc, dès que la radio libre est apparue, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, effectivement, je pense que même un petit peu sans m'en rendre compte, j'avais vraiment une attirance pour la radio. Et puis après, j'ai fait une école de journalisme, et effectivement, je me suis spécialisé en radio. Ça, c'était un peu contre mon gré. On faisait tout, presse écrite, radio et télé. Enfin, c'était segmenté de cette manière à l'époque. Et puis on m'a dit, toi tu vas faire de la radio. Hein. J'ai dit, bon, d'accord, ok. Alors je suis parti sur la radio, en priorité sur la radio en tout cas. Ok, je te remercie beaucoup. Alors, petite annonce pour chacun. Non. TGV numéro 8625 et 8025 en provenance de Paris-Montparnasse et à destination de Brest. Alors non, je vous ai mis ça par un petit clin d'œil, comme quoi les voix en fait nous accompagnent de toujours, et notamment les voix de marque. Cette room n'est pas du tout sponsorisée, et pour le moment les mains sont fermées, ne vous inquiétez pas, d'ici une quinzaine de minutes je vais les ouvrir. J'aimerais... Ça c'est Simone Hérault qu'on vient d'entendre. Exactement. C'est ça, hein. Oui. Qui est effectivement une voix
mythique, qui est connu comme le loup blanc dans toutes les radios de France. Oui. Et une fois, je l'ai vu et c'est vrai que c'était troublant en fait. Tellement habitué à entendre sa voix. C'était drôle de voir en fait son visage. Je pense d'ailleurs pour beaucoup de gens sur Clubhouse, le jour où on se rencontrera, ça fera très... Oui, ça risque de faire un petit pincement. Alors, avant d'ouvrir les mains, j'aimerais vraiment faire un tour de table, de météo, on va dire quelque part. Vous demandez à tous, spontanément, au regard de votre expérience et de votre expertise, et je demanderai à Jérôme ensuite de nous faire une petite réaction par rapport à vos propos. Diriez-vous que la voix est une composante de l'identité, un attribut de marque ou un instrument de parole? Tiens, Dimitri. Les trois, mon général. Et pourquoi, mon cher général? Parce que, alors je dirais même que c'est une des composantes principales de notre identité, puisque Lacan disait que, je me répète souvent sur cette phrase, mais que la voix, c'est l'expérience la plus proche de l'inconscient. Donc en fait, peut-être que c'est par la voix ou la communication, quelle qu'elle soit, pour les sourds, le langage des signes, mais c'est par la voix qu'en fait on va transmettre qui on est. Et les autres attraits de l'identité sont des choses un peu plus hors la tête, le regard, les yeux, la taille, tout ça, tout ce qu'il y a sur la carte d'identité. Eh bien, c'est moins fort que la voix pour décrire une personne, je pense, parce qu'on rentre davantage dans l'intimité au moment où on atteint la voix de quelqu'un où on l'entend. Donc, je pense que la voix, c'est peut-être le trait le plus important de la personnalité d'une personne. La voix, et quand je veux dire la voix, c'est aussi tout le discours qu'il y a derrière, parce que la voix, c'est pas simplement, les scientifiques vont pas dire que c'est simplement l'instrument. La voix, c'est un vecteur de sens, toujours, tout le temps, dès le départ. Donc, la voix, c'est le sens aussi, c'est le discours, c'est ce qu'on dit, aussi bien qu'il y ait un discours, une pensée, que ce soit simplement une expression d'émotion comme oh oui, oh non, enfin oh là là. Les onomatopées, c'est aussi cette chose d'expression de soi à travers la voix, de notre état, et donc voilà, c'est pour moi, c'est vraiment le vecteur le plus important de l'identité. Ensuite, c'est une marque, ça peut l'être, comme là on l'a entendu pour Simonero, mais et pour d'autres marques, et aujourd'hui avec l'ère du personal branding, je pense que c'est effectivement un atout important dans le développement de ce qui est aujourd'hui la société presque des indépendants, je dirais, où il y a de plus en plus d'indépendants. Et donc chacun vient se défendre à la fois ce qu'il est, son travail, le sens de sa vie à travers sa voix et son discours. Donc et on devient d'une certaine façon tous une marque. Nous sommes une marque à travers les réseaux sociaux, nos comptes Instagram ici sur Clubhouse ou sur d'autres réseaux. Et voilà. Donc c'est ce que je pense effectivement, que c'est aussi une marque. Et bien évidemment que c'est un instrument. C'est un instrument de musique, un instrument de chanteur, un instrument d'artiste, imitateur, comédien, conteur. Et que c'est un instrument qui véhicule l'émotion, la beauté, l'amour, enfin voilà, tout un tas de choses qui sont peut-être hors de la parole, notamment quand on va écouter des voix qui vont simplement vocaliser et faire de la musique comme un instrument de musique. Donc les trois. Très bien, prenez note, parce qu'on pourra réagir par la suite. Merci à toi. Jean-Philippe, alors pour toi, une composante de l'identité, un attribut de marque ou un instrument? Je suis d'accord avec Dimitri, il a très bien résumé. Après, je ferai une petite distinction. Disons que d'un côté, il y a l'aspect biométrie, où la voix fait partie des éléments de biométrie qui permettent vraiment d'identifier une personne au sens strict du terme, comme vos empreintes digitales ou les oreilles, le visage, les yeux, etc. Et ça permet même de faire des achats avec nos assistants préférés. Et après, en fait, comme disait Dimitri, la voix a plusieurs niveaux de conscience. Et pour vous raconter une petite anecdote, quand j'avais lancé Sarah, en fait, je m'appuyais sur les voix de Windows par défaut, il y a une dizaine d'années. Et il s'avère qu'en français, il n'y a que des voix féminines. Et bizarrement, la génération des trentenaires geeks voulait absolument une voix masculine, parce qu'ils voulaient l'appeler Jarvis, en écho à Iron Man. Donc même le genre, en fait, de la voix commence à construire l'identité. Et donc c'est très amusant de voir comment les gens s'emparent du sujet et comme chaque granularité de la voix se fait. Et dans les nouveaux sujets, tu parlais de la technologie qui évolue très très vite, les derniers points de technologie, c'est justement comment on met de l'humanité, de l'âme dans la voix pour
pour s'approcher le plus possible de la réalité et donner un intérêt à la diction et à ce qu'on entend. Donc il y a dans la manière de rédiger du texte, on peut mettre justement tous ces petits détails qui font la différence et qui donnent l'impression d'avoir justement ces onomatopées, ce genre de choses. Donc je dirais les trois, avec une distinction entre le côté vraiment légal, biométrie, sécurité, et de l'autre côté, la marque qui s'en empare pour construire un personnage. Et en fait, ça fait partie de l'identité des personnages réels ou fictifs. Parfait. La voix de trait de personnalité est vecteur de sens, un atout dans son personal branding et instrument de musique, le Dimitri. Et puis de ton côté, tu ajoutes cet élément de biométrie. Je te remercie. Lauriane, de ton côté, est-ce que tu dirais les trois, toi aussi? Oui, je rejoins beaucoup ce que Dimitri disait, et c'est vrai que ça a été un sujet de discussion. Oui, l'identité, forcément, pour moi, en avoir fait en plus les frais à un moment donné, où il y a une association entre ce que je vais renvoyer au niveau de ma voix, et comment moi je vais aussi vivre avec ce qui va être interprété, tout ce que ça peut susciter. Donc oui, moi, la manière dont moi j'utilise la voix, c'est surtout une identité, c'est un instrument, pour moi c'est un vecteur d'émotion, dans la manière dont je vais l'utiliser, soit à travers mes podcasts où je raconte des histoires, où je fais de la docu-fiction, ou sur une commande, on me demande de soit sur de la pub, soit sur des documentaires que je vais faire en voix off. Forcément un documentaire animalier, ça sera pas la même chose que si je vends du yaourt, on est bien d'accord. Donc il y a forcément il y a le timbre, il y a la personnalité, il y a ce qu'on veut chercher, et puis il y a aussi tout ce qu'il y a derrière. Donc après c'est modulable, c'est une vibration, moi je l'utilise comme une identité et comme un instrument. Identité pour être au plus près de son authenticité finalement, et quand je dis authenticité, c'est être en congruence, être complètement en alignement, et ce que je dis, ça se ressent à travers la voix. La marque, je suis d'accord avec ce qui a été dit, évidemment, surtout avec la manière dont on interagit avec les réseaux sociaux. Maintenant, j'ai pas tellement envie d'être un peu la femme sandwich, quoi. Après, c'est dans ma manière d'aborder aussi le marketing et comment je me positionne à travers ça. Je n'utilise pas ma voix comme une marque, bien que je sais, et j'en ai quand même conscience, que elle est identifiable. Donc, mais bon, j'utilise plus ma voix comme un vecteur d'émotion et un socle d'identité. Merci Lauriane. Olivier, avec ta casquette d'avocat, tu entends des termes aussi depuis tout à l'heure, comme l'identité, comme la marque. Toi, ça doit véritablement te parler. Alors, que réponds-tu en fait à la question? Non, tu dis bravo à Jean-Philippe, je crois qu'il a parlé de biométrie, ou même Lauriane a évoqué aussi une thématique un peu juridique. C'est vrai que c'est la voix, c'est pas un sujet qu'on va retrouver dans les livres des étudiants en droit. C'est assez peu traité au final. Mais je dirais que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit jusqu'ici. J'aurais bien aimé peut-être avoir une voix divergente. Ça permettrait, si je puis dire, de pouvoir échanger. Mais c'est un instrument, évidemment. Moi, je disais en introduction que en tant qu'avocat, c'est un instrument. Et c'est vrai que c'est vrai aussi pour les comédiens. Et puis, quand on sonne à l'interphone et tu dis qui est-ce et qu'on te dit c'est moi et que ça te suffit pour ouvrir, ça veut dire que c'est aussi, c'est ce qu'on a tous fait. Ça veut dire aussi c'est une information qui identifie une personne physique. Ça, c'est ce qu'on appelle une donnée perso. Et comme elle correspond à une caractéristique physique, alors on appelle ça une donnée biométrique. Et effectivement, c'est un statut. Il y a un statut particulier pour tout ce qui est biométrie, parce qu'évidemment, ça marche en tout cas pour l'empreinte digitale. Si on te vole ton doigt, on te vole ton empreinte digitale, ça peut poser beaucoup de problèmes dans la société si tout est organisé autour de la biométrie. Donc on la réglemente un peu de manière particulière. Puis enfin, donc c'est un élément d'identité, un peu à l'image, si je puis dire, justement de l'image, le droit à l'image, le droit à la voix. Oui, ça existe. Et puis dernier
Qu'est-ce que c'est que le droit à la voix? Pardon? Est-ce que tu peux nous dire que signifie le droit à la voix? Bah, en fait, ça signifierait, parce que là, on vient d'inventer un concept ensemble, là, Clubhouse. Il y a, je parlais du droit à l'image parce que l'image, c'est un attribut de notre personnalité et la voix aussi. Et le droit à l'image, par exemple, c'est ce que, entre guillemets, vendent des mannequins. Il n'y a pas un droit de propriété véritablement à proprement parler sur l'image, mais c'est rentré dans les mœurs, c'est rentré dans les pratiques des tribunaux de reconnaître un droit à l'image. Il y a probablement un droit à la voix et probablement qu'il va, dans les années qui viennent, c'est pas encore affirmé aujourd'hui, mais qui va se créer. On a cité le cas de Simonero. Je me demande s'il n'y a pas un droit à la voix pour Simonero. Je veux dire, c'est une question qu'on peut se poser. Puis enfin, il faut savoir, hein, on a une marque en France et en Europe. Quand on dépose auprès d'un établissement public qui s'appelle l'INPI, on dépose soit un nom, une marque nominative, soit un logo et son nom, une marque semi-figurative. Ben, on peut déposer depuis 2019 des sons. On peut faire des marques vocales, des fichiers MP3. C'est ce qu'admet l'INPI. Donc c'est intéressant de voir, effectivement, je disais tout à l'heure, c'est un objet juridique, parce que c'est toi qui m'y as fait penser, hein, je pratique pas ça tous les jours. Et en y réfléchissant un peu, c'est un objet juridique multiple. Et donc voilà, c'est donc quelque chose que l'on peut faire valoir, qu'on peut opposer, qu'on peut défendre. Donc c'est quand même un objet intéressant d'abord. En plus de tout ce qui a été dit sur, j'ai appris que le cerveau droit correspondait à la voix, et puis c'est vrai que si la vue, je dirais plutôt un sens matérialiste, moi je ressens dans la voix un sens un peu spirituel, c'est mystique un peu la voix. Voilà, bon ça on s'éloigne du droit, mais c'est un peu mon sentiment sur le thème de la voix et voilà. Moi, j'aime beaucoup quand un avocat me parle de mystique. Jérôme, à travers tout ce que tu as entendu, tu as le droit de faire ce que tu veux, une synthèse ou réagir ou apporter ta contribution. Oui, j'ai entendu des voix. J'ai entendu beaucoup de voix. Mais c'est super intéressant et notamment, j'aime bien la réflexion d'Olivier sur... c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, mais l'élément biométrique et notre capacité à reconnaître quelqu'un juste quand il dit c'est moi à l'interphone. Alors ça marche pas à tous les coups, mais ça marche quand même à 99%, on va dire. Et ça montre bien à la fois la puissance de la voix et ça rejoint un petit peu le fait que comment dire, c'est un élément super important de communication entre les hommes et on a beau faire de la synthèse vocale, du traitement de voix, aussi bien de la reconnaissance que de la synthèse, etc. Je pense que pour arriver au niveau de finesse avec lequel on peut se reconnaître les uns les autres juste avec quelques mots, je sais pas si la machine pourra égaler rapidement ce genre de choses. Et sinon, moi, quand on parle de la voix, je trouve qu'il y a aussi, et notamment en radio, il y a une chose qui est intéressante, c'est que la voix, c'est très inégalitaire, c'est très injuste, parce que très vite, on va dire, il y a des belles voix et des pas belles voix. Mais il y a un paradoxe, c'est que en radio, eh bien, il y a aussi des voix pas très belles qui ont fait de très belles carrières. Et alors, j'ai pas les noms, je donnerai pas de noms, mais vraiment, j'ai croisé, entendu, etc. plusieurs personnes, journalistes ou animateurs, etc. qui n'avaient pas des voix vraiment. On se dit pas quelle belle voix. C'est pas Jean-Luc Hess, vous voyez, c'est pas la voix qui t'ensorcelle, etc. C'est au contraire des voix un peu râpeuses, un peu. Mais il y avait une diction, il y avait une âme derrière, il y avait quelque chose, il y avait une puissance qui fait que à la longue, parce que bon, en radio, ce qui compte aussi beaucoup, c'est la durée. Je pense, c'est ça qui crée la relation avec l'auditeur. Et eh bien, ces voix-là, bien qu'elles ne répondaient pas forcément au canon exact de la belle voix, elles étaient attachantes, elles étaient
Voilà, on finissait par s'y attacher au fil des années. Et ça, c'est assez rigolo, je trouve. C'est assez contradictoire, paradoxal, mais ça, c'est un phénomène que j'ai souvent constaté en radio. Et à l'inverse, vous avez des belles voix. Alors ça, c'est très personnel parce que moi, je suis assez sensible aux voix, effectivement. Et vous avez des belles voix de radio, mais qui n'ont pas la bonne diction, qui n'ont pas il n'y a pas le bon truc, il n'y a pas le bon feeling, et finalement, ça s'arrête au timbre. Le timbre est beau, mais le reste ne passe pas. C'est assez étonnant, je trouve. Alors tu sais que tu es épatant, Jérôme, parce que j'avais sous le coude une petite question qui était, on dit souvent avoir une voix de radio, Ouais. une grande voix de radio, et j'allais justement te poser cette question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une voix de radio, ou une grande voix? Voilà, c'est vrai que ouais, j'ai un peu répondu à la question. Non. Je pense qu'une voix oui, il y a des voix de radio, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas forcément une belle voix, mais c'est une voix qui va arriver à faire passer des choses à laquelle on va s'attacher au fil des années. Alors bien sûr, encore une fois, il y a de très belles voix. Oui, je citais Jean Lucas, il y en a d'autres, hein, des voix de femmes aussi. Il y avait Macha Béranger qui jouait. Bon, alors elle jouait beaucoup sur sa voix. À France Info, il y a quelques femmes qui ont des très belles voix. Moi, souvent, je leur ai dit, je rentrais en studio et puis je leur disais, ah, mais j'adore ta voix. Et c'était, voilà. Mais c'est pas forcément des voix de radio. Je pense que la voix de radio, ça va être la voix qui arrive à créer le lien avec l'auditeur, quoi, à créer une émotion. Super, je fais un petit réflexe simplement, on a fait un tour de table, et finalement tout le monde convient à dire que c'est un peu détroit, identité, marque et instrument. Bon, vous l'aurez compris, hein, je n'ai pas cherché à créer un débat qui soit houleux, au contraire, je voulais en fait qu'on puisse voir que la voix, on peut la traiter de différents angles, et comme le disait tout à l'heure Olivier, finalement, il y a peut-être finalement un droit à la voix, mais il n'est pas forcément connu, et même le sujet n'est pas forcément traité. Je trouve qu'il est même sous-traité. Alors, si je reprends un peu les éléments, on a Dimitri qui nous a évoqué la voix comme un élément de l'intimité, mais un trait de la personnalité. Il a beaucoup insisté sur le fait que la voix, c'est un vecteur de sens, que c'était une marque. Oui, effectivement, personal branding, et aussi un instrument de musique. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer, je ne sais pas si vous le savez, mais LinkedIn, qui cache parfois des fonctionnalités, permet par exemple aujourd'hui d'enregistrer vocalement la prononciation de votre nom et de votre prénom. Et donc c'est un des seuls médias sociaux à ma connaissance, hein, qui prévoit en fait cette option. Jean-Philippe est revenu était tout à fait d'avis avec Dimitri, mais a ajouté un autre élément concernant la biométrie. Et qu'effectivement, ça faisait comme l'oreille, ça pouvait la voix nous permettait de faire des achats et correspondait également de notre identité. Lauriane, tout à fait en accord également, a ajouté un autre élément. Alors, elle nous a parlé de son instrument qui est modulable avec de la vibration, mais elle nous a parlé de vecteur d'émotion. Donc toujours l'identité. Olivier Corr nous a parlé de droit à la voix, et le fait qu'on pouvait déposer depuis 2019 justement sa voix. Tiens, vous pouvez en déposer une voix. Et je vous poserai d'ailleurs cette question à tous, notamment ceux qui travaillent avec leur voix. Je pense à Jérôme, Dimitri et Lauriane, puisque Lauriane, tu fais de la voix off, Dimitri... Alors Dimitri, tu révèles les voix des autres, mais toi d'ailleurs, tu sais très très bien moduler aussi ta voix. Je t'ai déjà entendu. Jérôme, puisque tu travailles, t'es en radio. Question à vous tous là, est-ce que vous avez déjà déposé votre voix? Tiens Jérôme, toi qui travailles depuis des années en radio, est-ce qu'elle est assurée, ta voix? Ah non, pas du tout, non. Je savais même pas qu'on pouvait assurer une voix. Non, elle est pas du tout assurée. Moi, ma crainte, c'est que c'est que comme beaucoup comme tout le monde, même, je vais vieillir, et c'est vrai que je sais que ma voix va morfler, enfin, elle va changer, et voilà, ça c'est un peu, ouais, ça me dérange un peu. Surtout que, enfin, comment dire, la voix change, la voix évolue au fil de la vie, et la voix que j'ai aujourd'hui, c'est vrai que je la préfère à celle que j'avais il y a 10 ans, par exemple.
Mais voilà, de là à l'assurer, ça m'a pas du tout traversé l'esprit, j'avoue. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Ah, je pense que Maria Callas avait assuré sa voix. Oui, Maria Callas. Ouais, bien sûr. Ça dépend, assurer contre quoi? C'est contre une extinction de voix ou contre un claquement de cordes vocales? Eh bien oui, si c'est ton outil de travail et demain si tu perds la voix, a priori tu ne peux plus, par exemple, animer des émissions de radio. Non, certes. Voilà. Alors, moi je rêve depuis longtemps, je vous le cache pas, d'un système qui permettrait effectivement de synthétiser ma voix. Et il y a des entreprises qui font ça évidemment. Il y avait notamment une boîte française dont j'ai oublié le nom, qui m'avait piqué des bouts de chroniques à la radio et je les ai rencontrés, je les ai interviewés et ils m'ont fait la démonstration ils reconstituaient à partir de ma voix et de mes phonèmes, ils reconstituaient des chroniques audio. C'était pas parfait, mais c'était assez bluffant. Et contrairement peut-être à certains confrères qui seraient partis en courant et en hurlant, moi je trouvais ça génial parce que je me disais effectivement le jour où je ne pourrais plus travailler ou simplement si je suis fatigué ou autre, etc. Eh bien au moins j'aurais une possibilité de continuer à faire ça. Et ça c'est un peu mon rêve moi d'avoir un petit robot qui serait mon clone que j'exploiterais d'une manière ou d'une autre. Et je te trouverais très drôle parce que autant il y a des personnes qui ont peur aujourd'hui que les robots puissent imiter leur voix. Toi, tu aimerais en avoir un en compagnon. Non, mais de toute façon, la peur des robots, c'est quand finalement, c'est que ce qu'on fait n'a pas beaucoup de valeur. Si ça peut être rapidement remplacé. Par contre, si on peut être aidé par des robots, y compris des robots vocaux, allons-y gaiement. Actuellement, je suis en train justement de faire l'exercice de numériser ma voix. Ce sont des choses qui sont possibles auprès de Google ou de Microsoft. Assurez-vous, pour faire ce genre de choses, il faut quand même une centaine d'échantillons de sa voix, et il faut aussi signer en grande quantité un contrat pour expliquer quel va être l'usage de sa voix, dans quel contexte, est-ce qu'on va prévenir aux utilisateurs que c'est un robot qui va parler et pas une personne humaine, et tout un ensemble de choses pour justement ne pas usurper l'identité d'une personne. Et au-delà de ça, ça coûte quelques milliers d'euros de traitement numérique, et avoir des petits morceaux d'audio de très très bonne qualité pour pouvoir justement numériser ces voix-là. Donc c'est possible en 2021, et l'avenir, c'est Facebook a déposé un brevet pour que chacun puisse numériser sa voix à partir de quelques échantillons, de manière à ce que quand vous envoyez un SMS ou un message, ce soit possible de les lire avec la voix de l'interlocuteur, typiquement quand vous êtes en train de conduire et que vous pouvez pas regarder. Donc voilà un petit peu l'état de l'art. Juste si je peux dire un mot, c'est intéressant, mais en fait, numériser une voix pour ensuite pouvoir refabriquer des mots à partir de la voix, ça suffit pas. Ce qu'il faut, c'est là la start-up dont je parlais tout à l'heure, sa particularité, c'est qu'elle prétendait créer de la voix émotionnelle. C'est-à-dire qu'à partir des phonèmes, elle était capable de faire de simuler l'étonnement, de chuchoter, etc., etc. Il faut pouvoir moduler. C'est ça toute la richesse de la voix. C'est pas juste avoir la même intonation non-stop. Oui, alors je l'ai pas précisé. En fait, on a fait un saut de technologie, c'est-à-dire qu'avant on accolait des morceaux d'audio. Typiquement, la voix de la SNCF, c'était comme ça. Et maintenant, en fait, on apprend en fait une sorte de timbre de voix avec une sorte d'émotion. Et au moment où on rédige le texte, on va rédiger tous les petits détails qui font l'humanité de la voix. Et en ce moment, les tests qui sont faits, alors j'ai pas justement, c'est exactement ça que je veux tester avec ma propre voix. C'est des personnages de dessins animés qui ont des mimiques et qui ont plein de petites expressions qu'on essaye de reproduire justement avec une voix de synthèse. Et c'est vraiment la question que je me pose. On le voit dans un podcast, on a l'humanité d'un podcast et on sait qu'on a un humain derrière par rapport à une diction un peu journalistique. On veut en fait cette humanité, rechercher cette humanité. Et c'est justement en train d'arriver avec les neurovoice. Olivier, tu souhaitais réagir? Olivier? Oui, excuse-moi. Oui, mais alors, je me posais la question justement bon, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais Jean-Philippe, tu vas donner des samples, je crois que c'est ça, hein, que c'est à Google, enfin tu vas le faire par l'intermédiaire de Google, t'as dit je crois de Microsoft, il me semble, hein. Mais ces fichiers-là, ils vont où ensuite? Qui les tient? Est-ce qu'il y a pas, t'as parlé toi-même d'usurpation d'identité, je trouve que c'était intéressant parce que là t'as ouvert un champ de réflexion pour moi, puis tout le monde connaît la fraude au président,
toutes ces l'ingénierie sociale utilise beaucoup la voix. Hein, c'est vrai. Et usurpe la voix pour un certain nombre de pratiques qui sont généralement coûteuses, et parfois aussi pour porter atteinte à la considération d'une personne, c'est déjà arrivé. Mais je me pose la question on donne un élément comme on a tous dit, un attribut de sa personnalité, on passe par Google, une fois de plus, bon. Et est-ce que là, il n'y a pas un risque quand même de quelque chose qui nous échappe? C'est une question. On parle de deepfake pour justement des contenus qui sont détournés à travers, on va dire, à partir de vidéos, et on va parler probablement de plus en plus de deep voice, notamment le fait qu'on utilise en fait des différents enregistrements avec votre voix pour reproduire en fait aussi un contenu. Exactement, et c'est pour ça que c'est vraiment très encadré. Alors moi j'ai fait l'exercice avec Microsoft, mais c'est pareil chez les autres. Vraiment, ils demandent quel va être l'usage de la voix, comment ça va être fait, etc. Le résultat, c'est un modèle qui est entraîné sur les serveurs de Microsoft dans les bons contextes comme les autres data. Mais effectivement, à partir du moment où on a l'outil, on peut faire n'importe quoi. Et donc, on peut faire justement l'arnaque au président qui appelle son comptable et qui lui dit « faites-moi virement ». Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours des garde-fous où il faut toujours doubler par un mail ou par un autre vecteur de communication quand c'est sensible. Ok. Mais il y a quand même déjà des débuts d'intelligence artificielle censés reconnaître ces trucs-là, justement. Et ces nuances, la boîte qui a été rachetée récemment par Microsoft, et puis d'autres qui travaillent sur des systèmes d'authentification biométrique de la voix et qui prétendent pouvoir distinguer, alors des enregistrements bien sûr, mais également des voix refabriquées. Ça c'est toute l'histoire des deepfakes, ça c'est aussi pour les images. Ok, je vous propose qu'on termine ce petit tour de table rapide avec Lauriane et Dimitri qui souhaitaient réagir, et comme ça on passe aux questions et aux réactions, notamment en premier de Rida. De remarque. Simplement, je me pose la question de la signature numérique par la voix. Ça, c'est aussi une question intéressante. Pourquoi pas? Je me pose aussi cette question, ouais. Lauriane? Oui, j'avais envie de réagir. On parle effectivement de cette empreinte vocale. Moi, dans mes contrats, depuis quelque temps, je signe des droits de diffusion. Et c'est assez intéressant, intéressant et étrange pour moi, parce que je suis payée pour mon travail, je suis payée pour ce que je vais offrir en termes de voix, mais en plus, je me sépare, c'est pendant un temps donné, je vends pendant un temps donné une partie de moi qui ne m'appartient plus, avec vraiment un terme bien précis où il y a j'ai des droits de diffusion, où je fais payer les droits de diffusion, quoi. Et là, c'est pendant un certain temps, ça m'appartient pas. Et ça aussi, c'est un truc c'est un peu étrange, parce que je sais que par exemple il va y avoir des spots publicitaires où je vais m'entendre, mais à cet instant-là, ça m'appartient plus. Alors évidemment, ça m'appartient plus quand je suis en train de livrer un produit, mais là quand même, le fait de signer un document qui dit là, ça, c'est mon identité, c'est ce qui va être reconnaissable quand on parlait de marque. Tout d'un coup, ça m'échappe complètement, quoi. Mais ça se valorise, ça, hein? Oui. Enfin, d'un point de vue pécunier. Mais oui, c'est ça. D'accord. Ouais. Enfin, en tout cas, en fonction d'un marché et en fonction des tarifs. Voilà. Dimitri? Oui, alors moi je voulais réagir aussi avec il y avait deux choses qui ont été dites sur l'assurance de la voix. Est-ce qu'on assure sa voix et pour qui ça serait utile de l'assurer? Je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes pour qui ça serait utile qu'en réalité il y a de monde qui assure sa voix. Parce que d'autant plus qu'aujourd'hui ça devient vraiment une marque. Tu vois, toi Fadila, imagine que tu perds ta voix à cause d'un accident, t'as une trachéotomie, tu te retrouves avec une voix de robot. Enfin, donc évidemment, moi j'ai déjà réfléchi à assurer ma voix. Alors j'en suis pas à me dire que ma notoriété encore fait que ma voix serait vraiment quelque chose de. Enfin voilà, disons que c'est une question qui est venue, mais qui c'est pas comme un pianiste ou comme un chanteur comme Maria Callas. C'est définitivement, je me suis pas décidé, quoi. Et ensuite, par rapport au droit, je trouve ça vraiment intéressant cette question de droit à la voix ou de droit de la voix. Et je l'ai vraiment jamais entendu en dehors effectivement des contrats dont parle Lauriane, parce que moi aussi j'ai fait de la voix off, du doublage, et effectivement on donne nos droits à la diffusion de notre voix. Mais ce que j'entends dans le droit à la voix, c'est aussi cette usurpation, quoi, d'identité, et peut-être qu'aujourd'hui de plus en plus
il va y avoir cette ouverture à davantage le droit à la voix, puisque la voix devient, grâce aux technologies, quelque chose qui va peut-être nous permettre à un moment donné de passer la douane, et que cette identité un peu comme biométrique dont on parlait, elle en la volant, eh bien ça sera peut-être problématique, et j'entendais là qu'il y avait déjà des usurpations qui pouvaient être comme des escroqueries, et peut-être que ça va un peu se développer comme aujourd'hui sur le Bon Coin, on nous arnaque sur un truc ou un autre, et que demain on recevra l'appel de notre père, de notre frère, de notre femme, et en fait ça sera pas l'appel de notre mère, voilà, donc et qu'il y aura cette usurpation, et donc à ce moment-là, fais-moi un virement d'1 million. Voilà, c'est ça. Et que les mails qu'on reçoit avec toutes ces fautes d'orthographe, cette fois-ci, s'ils pouvaient récupérer la voix, ça serait certainement plus problématique. Ouais. Et donc oui. C'est très intéressant, c'est des questions qui vont, je pense, émerger de plus en plus aujourd'hui avec les technologies. Alors Olivier, je sais que tu voulais réagir, mais je vais quand même passer la parole, sauf si t'as vraiment très rapide, parce qu'il faut que je passe la parole. Oui, très très rapidement, un point qui est intéressant, c'est rassurer Lauriane, parce qu'on a la chance d'être résident de l'Union européenne, même en Europe, et un attribut de la personnalité, même quand on le cède par contrat, en réalité on s'en dépossède jamais. Bon, c'est pas dans le commerce, c'est censé ne pas être dans le commerce, donc on peut revenir sur la cession à tout moment. C'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un objet, et donc à partir du moment où on cède, effectivement il y a quelque chose qui nous échappe. Là, on peut très bien revenir comme pour le droit à l'image. T'es dans un trombinoscope dans ton entreprise. T'as donné ton accord pour figurer au trombinoscope. Demain matin, même dans la seconde qui suit, tu veux retirer ce droit d'image, tu le retires, et ta photo doit être supprimée immédiatement. C'est la même chose pour la voix. Ah, ça c'est à noter. Ouais, c'est à noter. Merci. Alors, Michiben, et pour t'accueillir, tiens, je vais vous passer une petite Madeleine de Proust. Respect, professeur Falcon. Si on faisait une petite partie d'échecs. Je vais très rapidement vous annoncer que nous allons clôturer cette discussion. Ce n'est pas réellement un débat qui avait pour objectif de répondre par un oui ou par un non, ou par une réponse en tout cas fermée au sujet. J'espère que vous avez grandement apprécié. En tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment. Je vous remercie. Je remercie Victor, Tim, Johanna, Bernard, merci qui est parti, John, et toutes celles et ceux qui nous écoutent. Et pour finir, je vous propose quand même de faire un rapide tour de table avec les invités de ce jour qui nous ont suivis, qui vous ont accompagnés durant ces 2 heures. Jérôme, je te donnerai la main pour faire une synthèse. Tu vois, je te mets à contribution vu que tu étais l'invité spécial, c'est toi qui travailles. Olivier, tu as beaucoup interpellé, je dirais, l'audience avec ton droit à la voix. Tu repars avec quoi ce soir? Je repars avec autre chose. Compte tenu de leur avancée, d'une journée de travail, de la dernière intervention de John, il y a un mot qui me revient, c'est le mot âme. Ce petit souffle là qui vient au fond de nous, qui vient au fond du fond de nous plutôt. Qui s'exprime, qui voilà. Et puis une deuxième remarque, ça c'est mon métier. J'écoute beaucoup les gens quand je les rencontre. Premier rendez-vous, j'ai appris à me méfier de ceux qui parlaient beaucoup. Voilà. Alors, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais voilà, la voix, je pense qu'il faut la respecter, et donc voilà, souvent, quand j'ai rencontré des gens qui parlaient beaucoup, c'est que ça cachait quand même pas mal de choses, quoi. Voilà. Après ton mystique, nous avons l'âme. Merci, maître. Lauriane, tu nous as... Alors, écoute, j'ai retenu un mot fort. Tu parlais de vecteur d'émotion, et que c'était modulable, etc. Je vais pas reprendre tous tes propos d'introduction. Tu repars avec quoi ce soir? La voix du futur. C'est drôle parce que j'étais vraiment très très à l'écoute de tout ce qui a été dit, et chacun a apporté une expertise avec laquelle je suis pas du tout confrontée dans mon travail. Et les questions qui ont été soulevées ce soir, c'est la voix du futur. Et je trouve que c'est intéressant, et j'ai pas envie de protéger quoi que ce soit, j'ai plutôt envie de préserver
quelque chose qui serait de l'ordre du souffle, du vivant, du vibrant, des émotions. Bon, après ça c'est ma trame, c'est ce avec quoi je travaille, et puis c'est aussi ce qui fait mon identité au quotidien. Mais c'est drôle parce que tout d'un coup, enfin en tout cas ce soir, moi je repars avec la voix comme quelque chose de, un petit peu comme si c'était un parfum qu'on diffusait comme ça, c'est l'arôme d'une identité ou d'une âme. Et là, je repars avec une voix dans le temps. Jusqu'à maintenant, je l'ai vu dans l'espace, une voix qui prenait sa place, et puis là, je repars avec une conception un peu nouvelle, la voix dans le temps et de son évolution et d'une autre forme de maîtrise, la voix dans le futur. Voilà. Ouais, c'est très poétique, hein. Merci à toi, Jean-Philippe. Alors, toi, tu nous as insisté sur cette notion de biométrie. Tu repars avec quoi ce soir au fil des échanges? J'ai été surpris de voir à quel point l'intelligence artificielle au sens large passionnait et était un peu au cœur du débat. Et justement, je suis curieux de voir dans l'avenir à quelle vitesse, qu'on n'est pas tous d'accord, cette intelligence artificielle va être capable de reproduire la voix. Et si peut-être dans l'avenir, on aura 2 niveaux d'usage. Comme tu le mentionnais, les algorithmes qui génèrent du texte sont de plus en plus précis, mais ils n'égalent pas forcément les plus belles plumes. Est-ce que on va avoir peut-être 2 niveaux pour la voix, des voix tout venant, et puis des voix d'exception qui vont justement faire la différence encore plus que maintenant sur les contenus, et donc des contenus d'encore plus de qualité quand ce sera un humain. Merci Jean-Philippe. Jérôme, voilà, la voix. Oui, je suis là. Oui, alors ce soir, tu as entendu différents angles, des choses que tu connaissais. Oui, mais écoute, évidemment c'est impossible de résumer, mais déjà je pense c'est là où on s'aperçoit qu'on a beaucoup de chance. On a la chance d'avoir une voix, ce qui n'est pas le cas forcément de tout le monde. Certaines personnes sont privées de ça, et ça doit être quand même assez douloureux finalement. Voilà. Et puis j'ai appris aussi que je pouvais faire m'assurer ma voix, donc je vais tout de suite appeler Olivier demain matin à la première heure pour pour en savoir plus. Tu as raison. Et ben voilà, il va t'attendre. Merci beaucoup pour l'invitation et puis bonne voix à tous. Ah bah écoute, merci d'avoir accepté de nous rejoindre et de me rejoindre, d'être l'invité spécial, d'avoir une voix de radio pour nous accompagner, et puis finalement tu as pu écouter aussi un collègue, donc Bernard. Merci à tous de nous avoir suivis. Je crois que nous approchons l'été et les vacances. On sent que sur Clubhouse, ça devient un peu plus calme. En tout cas, ce soir, nous avons, grâce à ce calme, réussi à, je pense, avoir des échanges instructifs et apaisants, n'est-ce pas? Voilà. Vous avez dit, la voix, eh bien, ça crée aussi la relation, et je retiens l'âme à respecter, à valoriser. La voix du futur. Un arôme. Ah, c'est très joli, ça, cette idée aussi d'arôme. Ouais. Une voix d'exception. Merci à tous. Merci Jean-Philippe. Merci Jérôme. Merci Lauriane. Merci Olivier, Victor, Tim, Johanna, Bernard, John et toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Prenez soin de vous. Passez un bel été et à très très bientôt. N'hésitez pas à suivre tous les speakers de ce soir. Bye bye. Merci d'avoir écouté Fadi Live. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes audio préférées et sur YouTube. Pour ne rien manquer des prochains débats et des exclusivités, suivez-moi sur les médias sociaux. Consultez la bio pour toutes les informations. À très vite dans Fadi Live pour de nouveaux débats stratégiques.